Amis de l'histoire et du roman historique, bonjour. Donc, second épisode sur la Grande Armée de Napoléon. La dernière fois, on avait donc vu vivre la Grande Armée, hein, justement, de François Oudessec, hein, aux éditions du CNRS. Donc, c'est très intéressant, hein, je vous engage à le lire. C'était sorti il n'y a pas longtemps, hein, c'était en 2023, je crois. Voilà, 2023. Ouais, c'est ça. Et vivre la Grande Armée. Donc, pour l'illustrer, alors j'ai pris un très très grand classique, hein, c'est le colonel Chabert, hein, voilà. Donc, c'est de la belle littérature française, hein, du 19e siècle, excessivement connu. Donc, ça a été repris même au cinéma, hein. Donc, il y avait Lucchini et Gérard Depardieu dans le colonel Chabert, c'était à la fin du XXe siècle, hein, vous voyez, voilà. Et bon, bah, c'est du patrimoine, en quelque sorte, hein. C'est même du patrimoine. Voilà, donc j'ai choisi pour vous la page 75. Donc ça illustre, hein, c'est ce qu'on pourrait, c'est ce que Balzac pourrait lire, hein, donc s'il avait à écrire aujourd'hui le colonel Chabert. Mais bon, il y a d'autres gens qui écrivent sur le Premier Empire. Moi, par exemple. Donc, c'est dans la suite du Sabre de Damas, hein, qui va apparaître dans pas longtemps. Donc, page 74. En voyant l'avoué, hein, l'inconnu tressaillit par un mouvement convulsif semblable à celui qui échappe au poète, quand un bruit inattendu vient les détourner d'une féconde rêverie au milieu du silence de la nuit et de la nuit. C'est du Balzac. Le vieillard se découvrit promptement et se leva pour saluer le jeune homme. Le cuir qui garnissait l'intérieur de son chapeau étant sans doute fort gras, sa perruque y resta collée sans qu'il s'en aperçût et laissa voir à nu son crâne horriblement mutilé par une cicatrice transversale qui prenait à l'occiput et venait mourir à l'œil droit en formant partout une grosse couture saillante. L'enlèvement soudain de cette perruque sale que le pauvre homme portait pour cacher sa blessure ne donna nulle envie de rire aux deux gens de loi, tant ce crâne fendu était épouvantable à voir. La première pensée que suggérait l'aspect de cette blessure était celle-ci. Par là s'est enfuie l'intelligence. Si ce n'est pas le colonel Chabert, ce doit être un fier troupier, pensa Boucard. Monsieur, lui dit Derville, à qui ai-je l'honneur de parler? Au colonel Chabert. Lequel? Celui qui est mort à Eylau, répondit le vieillard. En entendant cette singulière phrase, le clerc et l'avoué se jetèrent un regard qui signifiait « c'est un fou ». Monsieur, reprit le colonel, je désirais me confier à vous, je désirais confier à vous le secret de ma situation. Une chose digne de remarque est l'intrépidité naturelle aux avoués, soit l'habitude de recevoir un grand nombre de personnes, soit le profond sentiment de la protection que les lois leur accordent, soit la confiance en leur ministère. Ils entrent partout sans rien craindre, comme les prêtres et les médecins. Derville fit un signe à Boucard qui disparut. Monsieur, reprit l'avoué, pendant le jour je ne suis pas trop avare de mon temps, mais au milieu de la nuit, les minutes me sont précieuses. Ainsi soyez bref et concis. Allez-vous faites, sans digression. Je vous demanderai moi-même les éclaircissements qui me sembleront nécessaires. Parlez. Après avoir fait asseoir son singulier client, le jeune homme s'assit lui-même devant la table, mais tout en prêtant son attention au discours du feu colonel, il feuilleta ses dossiers. Monsieur, dit le défunt, peut-être savez-vous que je me commandais un régiment de cavalerie à Eylau. J'ai été pour beaucoup dans le succès de la célèbre charge que fit Murat, et qui décida le gain de la bataille. Malheureusement pour moi, ma mort est un fait historique consigné dans les victoires et conquêtes, où elle est rapportée en détail. Nous fendîmes en deux les 3 lignes russes, qui, s'étant aussitôt reformées, nous obligèrent à les retraverser en sens contraire. Au moment où nous revenions vers l'empereur, après avoir dispersé les Russes
je rencontrai un groupe de cavalerie, ennemis, bien sûr. Je me précipitai sur ces entêtés-là. 2 officiers russes, 2 vrais géants, m'attaquèrent à la fois. L'un d'eux m'appliqua sur la tête un coup de sabre qui fondit tout jusqu'à un bonnet de soie noire que j'avais sur la tête et m'ouvrit profondément le crâne. Je tombai de cheval, Murat vint à mon secours, il me passa sur le corps, et lui et tout son monde, 1500 hommes, excusez du peu. Ma mort fut annoncée à l'empereur, qui, par prudence, il m'aimait un peu, le patron, voulut savoir s'il n'y avait pas quelque chance de sauver l'homme auquel il était redevable de cette vigoureuse attaque. Il envoya pour me reconnaître et me rapporter aux ambulances 2 chirurgiens en leur disant, peut-être trop négligemment car il avait de l'ouvrage, allez donc voir si par hasard mon pauvre Chabert vit encore. Ces sacrés carabins qui venaient de me voir foulé aux pieds par les chevaux de 2 régiments se dispensèrent sans doute de me tâter le pouls et dire que j'étais bien mort. L'acte de mon décès fut donc probablement dressé d'après les règles établies par la jurisprudence militaire. Voilà, donc c'est le feu de la bataille, quoi. Donc comme on a pu le voir dans le précédent ouvrage. Ensuite, page 77, donc j'ai appelé ça, moi, le vrai silence du tombeau. Donc c'est peu de temps après, peu de lignes après. Quoique la mémoire de ces mouvements soit bien ténébreuse, quoique mes souvenirs soient bien confus, malgré les impressions de souffrance encore plus profondes que je devais éprouver et qui ont brouillé mes idées, il y a des nuits où je crois encore entendre ces soupirs étouffés. Mais il y a eu quelque chose de plus horrible que les cris, un silence que je n'ai jamais retrouvé nulle part, le vrai silence du tombeau. Enfin, en levant mes mains, en tâtant les morts, je reconnus un vide entre ma tête et le fumier humain supérieur. Ils l'ont enterré vivant, quoi, parmi les cadavres. Je pus donc mesurer l'espace qui m'avait été fait par un hasard dont la cause m'était inconnue. Il paraît, grâce à l'insouciance ou à la précipitation avec laquelle on nous avait jetés pêle-mêle, que 2 morts s'étaient croisés au-dessus de moi de manière à décrire un angle semblable à celui de 2 cartes mises l'une contre l'autre par un enfant qui pose les fondements d'un château. En furetant avec promptitude, car il ne fallait pas flâner, je rencontrai fort heureusement un bras qui ne tenait à rien, le bras d'un Hercule, un bon os auquel je dus mon salut. Sans ce secours inespéré, je périssais. Mais avec une rage que vous devez concevoir, je me mis à travailler les cadavres qui me séparaient de la couche de terre, sans doute jetés sur nous. Je dis nous, comme s'il y eût des vivants. J'y allais ferme, monsieur, car me voici. Mais je ne sais pas aujourd'hui comment j'ai pu parvenir à percevoir la couverture de chair qui mettait une barrière entre la vie et moi. Vous me direz que j'avais 3 bras. Ce levier, dont je me servais avec habileté, me procurait toujours un peu d'air qui se trouvait entre les cadavres que je déplaçais, et je ménageais mes aspirations. Enfin, je vis le jour, mais à travers la neige, monsieur. En ce moment, je m'aperçus que j'avais la tête couverte. Par bonheur, mon sang, celui de mes camarades, ou la peau meurtrie de mon cheval, peut-être, que sais-je, m'avait, en se coagulant, comme conduit d'un emplâtre naturel. Malgré cette croûte, je m'évanouis quand mon crâne fut en contact avec la neige. Cependant, le peu de chaleur qui me restait ayant fait fondre la neige autour de moi, je me trouvais, quand je repris connaissance, au centre d'une petite ouverture par laquelle je criais aussi longtemps que je pus. Mais alors que le soleil se levait, j'avais donc bien peu de chance pour être entendu. Y avait-il déjà du monde au champ? Je me haussai en faisant de mes pieds un ressort dont le point d'appui était sur les défunts, qui avaient les reins solides. Vous sentez que
ce n'était pas le moment de le dire. Respect au courage malheureux. Bref, monsieur, après avoir eu la douleur, si le mot peut rendre ma rage, de voir pendant longtemps, oh, oui, longtemps, ces sacrés Allemands, se sauvant en entendant une voix là où il n'apercevait point d'homme, je fus enfin dégagé par une femme assez hardie ou assez curieuse pour s'approcher de ma tête qui semblait avoir poussé hors de terre comme un champignon. Cette femme alla chercher son mari, et tous deux me transportèrent dans leur pauvre baraque. Voilà la, la, la description magnifique de Balzac de l'horreur de la guerre. Alors, page 85, toujours ravissante, parce qu'il n'y a pas que de la guerre dans le colonel Chabert, il y a aussi la romance, très importante dans les romans historiques. Et donc, page 80. Page 82. Page 82. Où en étais-je dit le colonel avec la naïveté d'un enfant ou d'un soldat. Car il y a souvent de l'enfant dans le vrai soldat, et presque toujours du soldat chez l'enfant, surtout en France. À Stuttgart. Vous sortiez de prison, répondit l'avoué. Vous connaissez ma femme demanda le colonel. Oui, répliqua Derville, en inclinant la tête. Comment est-elle? Toujours ravissante. Le vieillard fit un signe de main et parut dévorer quelques secrets douloureux, quelques secrets de douleur, avec cette résignation grave et solennelle qui caractérise les hommes éprouvés dans le sang et le feu des champs de bataille. Monsieur, dit-il avec une sorte de gaieté, car il respirait ce pauvre colonel, il sortait une seconde fois de la tombe. Il venait de fondre une couche de neige, moins soluble que celle qui jadis lui avait glacé la tête, et il aspirait l'air comme s'il quittait un cachot. Monsieur, dit-il, si j'avais été joli garçon, aucun de mes malheurs ne me serait arrivé. Les femmes croient les gens quand ils farcissent leurs phrases de mots d'amour. Du mot amour. Alors elles trottent. Elles vont. Elles se mettent en quatre. Elles intriguent. Elles affirment les faits. Elles font le diable pour celui qui leur plaît. Comment aurais-je pu intéresser une femme? J'avais une face de requiem. J'étais vêtu comme un sans-culotte. Je ressemblais plutôt à un Esquimau qu'à un Français. Moi qui, jadis, passais pour le plus joli des muscadins en 1799. Moi, Chabert, comte d'Empire. Alors, il nous dit, Pierre Citron, dans une note, dans une édition critique du colonel Chabert, a justement noté que Chabert, officiellement mort à Eylau, en février 1807, ne pouvait être comte. La noblesse d'Empire ne sera créée par décret qu'en mars 1808. Voilà, donc personne n'est à l'abri des anachronismes chez les romanciers, même Monsieur Balzac. Alors, où en étais-je? Ouais. Enfin, le jour même où l'on me jeta sur le pavé comme un chien, je rencontrai le maréchal des logis de qui je vous ai déjà parlé, le camarade se nommant Boutin. Le pauvre diable et moi faisons la plus belle paire de rosses que j'ai jamais vue. Je l'aperçus à la promenade. Si je le reconnus, il lui fut impossible de deviner qui j'étais. Nous allâmes ensemble dans un cabaret. Là, quand je me nommai, la bouche de Boutin se fendit en éclats de rire comme un mortier qui crève. Cette gaieté, monsieur, me causa l'un de mes plus vifs chagrins. Elle me révélait sans phare tous les changements qui étaient survenus en moi. J'étais donc méconnaissable, même pour l'œil du plus humble et du plus reconnaissant des amis. Jadis, j'avais sauvé la vie à Boutin, mais c'était une revanche que je lui devais. Je ne vous dirai pas comment il me rendit ce service. La scène eut lieu en Italie, à Ravenne. La maison où Boutin m'empêcha d'être poignardé, n'était pas une maison fort décente. Un bordel, quoi. À cette époque, je n'étais pas colonel, j'étais simple cavalier comme Boutin. Heureusement, cette histoire
comporta des détails qui ne pouvaient être connus que de nous seuls, et quand je le lui rappelai, son incrédulité diminua. Puis je lui contai les accidents de ma bizarre existence. Quoique mes yeux, ma voix fussent, me dit-il singulièrement altérés, que je n'eusse plus ni cheveux, ni dents, ni sourcils, que je fusse blanc comme un albinos. Il finit par retrouver son colonel de le mendiant, après 1000 interrogations auxquelles je répondis victorieusement. Il me raconta ses aventures. Elles n'étaient pas moins extraordinaires que les miennes. Il revenait des confins de la Chine, où il avait voulu pénétrer après s'être échappé de la Sibérie. Il m'apprit les désastres de la campagne de Russie et la première abdication de Napoléon. Cette nouvelle est une des choses qui m'ont fait le plus de mal. Nous étions deux débris curieux, après avoir roulé sur le globe, comme roulent dans l'océan les cailloux emportés d'un rivage à l'autre par la tempête. À nous deux, nous avions vu l'Égypte, la Syrie, l'Espagne, la Russie, la Hollande, l'Allemagne, l'Italie, la Dalmatie, l'Angleterre, la Chine, la Tartarie, la Sibérie. Il ne nous manquait que d'être allés dans les Indes et les Amériques. Voilà, donc ça décrit assez bien le destin de ces soldats de l'Empire. Voilà, j'ai tenté moi-même de le faire sur les 8 tomes qui sont prévus pour cette série, cette saga Le Sabre de Damas. Voilà, donc ensuite on passe à page 95, Grand officier de la Légion d'honneur, page 95. Et ma fortune, vous croyez donc une fortune? N'avais-je pas 30 000 livres de rente? Mon colonel, vous aviez fait en 1799, avant votre mariage, un testament qui léguait le quart de vos biens aux hospices. C'est vrai. Et bien vous sans ces morts, n'a-t-il pas fallu procéder à un inventaire, à une liquidation, afin de donner ce quart aux hospices? Votre femme ne s'est pas fait scrupule de tromper les pauvres. L'inventaire, où sans doute elle s'est fait garder de mentionner l'argent comptant, les pierreries, où elle aura produit peu d'argenterie et où le mobilier était estimé à 2/3 au-dessous du prix réel, soit pour la favoriser, soit pour payer moins de droits au fisc. Et ainsi, et aussi parce que les commissaires priseurs sont responsables de leur estimation. L'inventaire ainsi fait établit 600 000 francs de valeur. Pour sa part, votre veuve avait droit à la moitié. Tout a été vendu, racheté par elle. Elle a bénéficié surtout, et les hospices en ont eu leurs 75 000 francs. Puis, comme le fils qui héritait de vous, attendu que vous n'aviez pas fait mention de votre femme dans votre testament, l'empereur a rendu par un décret à votre veuve la portion qui revenait au domaine public. Maintenant, à quoi avez-vous droit? À 300 000 francs seulement, moins les frais. Et vous appelez ça la justice, dit le colonel ébahi. Mais certainement, elle est belle. Elle est ainsi, mon pauvre colonel. Vous voyez que ce que vous avez cru facile ne l'est pas. Madame Ferraud peut même vouloir garder la portion que lui a été donnée par l'empereur. Mais elle n'était pas veuve. Le décret est nul. D'accord, mais tout se plaide. Écoutez-moi. Dans ces circonstances, je crois qu'une transaction serait, et pour vous et pour elle, le meilleur dénouement du procès. Vous y gagnerez une fortune plus considérable que celle à laquelle vous auriez droit. Ce serait vendre ma femme. Avec 80 000 francs de rente, vous aurez dans la position où vous trouverez des femmes qui vous conviendront mieux que la vôtre et qui vous rendront plus heureux. Je compte aller voir aujourd'hui même Madame la comtesse Ferraud, afin de sonder le terrain, mais je n'ai pas voulu faire cette démarche sans vous en prévenir. Allons ensemble chez elle. Fait comme vous êtes, dit l'avoué. Non, non, colonel, non. Vous pourriez y perdre tout à fait votre procès. Mon procès est-il gagnable?
Sur tous les chefs, répondit Derville. Mais, mon cher colonel Chabert, vous ne faites pas attention à une chose. Je ne tournais pas parce qu'il y a des illustrations. Alors, voilà. Je ne suis pas riche, ma charge n'est pas entièrement payée. Si les tribunaux vous accordent une provision, c'est-à-dire une somme à prendre par avance sur votre fortune, ils ne l'accorderont qu'après avoir reconnu vos légitimités de comte Chabert, grand officier de la Légion d'honneur. Tiens, je suis grand officier de la Légion d'honneur, je n'y pensais plus, dit-il naïvement. Voilà, c'est bien écrit, hein. Alors, ensuite, page 129, Hospice des enfants trouvés. Page 129. Alors, c'est à la fin du livre, hein. Je trouve que c'est beau à lire, c'est du Balzac, quoi. Quelle destinée, s'écriva Derville. Sorti de l'hospice des enfants trouvés, il revient mourir à l'hospice de la vieillesse. Après avoir, dans l'intervalle, aidé Napoléon à conquérir l'Égypte et l'Europe. Savez-vous, mon cher, reprit Derville, après une pause, qu'il existe dans notre société 3 hommes, le prêtre, le médecin et l'homme de justice, qui ne peuvent pas estimer le monde. Ils ont des robes noires, peuvent être parce qu'ils portent le deuil de toutes les vertus, de toutes les illusions. Le plus malheureux des 3 est l'avoué. Quand l'homme vient trouver le prêtre, il arrive poussé par le repentir, par le remords, par les circonstances qui le rendent intéressant, qui le grandissent, et console l'âme du médiateur, dont la tâche ne va pas sans une sorte de jouissance. Il purifie, il répare et réconcilie. Mais nous autres avoués, nous voyons se répéter les mêmes sentiments mauvais. Rien ne les corrige. Nos études sont des égouts qu'on ne peut pas curer. Combien de choses n'ai-je pas apprises en exerçant ma charge. J'ai vu mourir un père dans un grenier, sans un sou ni une maille, abandonné par 2 filles, auxquelles il avait donné 40 000 francs de rente. Alors ça fait référence à cascade d'allusions à divers intrigues de la communauté humaine. Ici, c'est le père Goriot, bien sûr. J'ai vu brûler des testaments, j'ai vu des mères dépouillant leurs enfants, des maris volant leurs femmes. Alors, tout ça, c'est des références à d'autres ouvrages. Des femmes tuant leurs maris en se servant de l'amour qu'elles leur inspiraient pour les rendre fous ou imbéciles, afin de vivre en paix avec un amant. J'ai vu des femmes donnant à l'enfant d'un premier lit des goûts qui devaient amener sa mort, afin d'enrichir l'enfant de l'amour. Je ne puis vous dire tout ce que j'ai vu, car j'ai vu des crimes contre lesquels la justice est impuissante. Enfin, toutes les horreurs que les romanciers croient inventer sont toujours en dessous de la vérité. Vous allez connaître ces jolies choses-là. Vous, moi je vais vivre à la campagne avec ma femme. Paris me fait horreur. J'en ai déjà bien vu chez Desroches, répondit Godeschal. Voilà. Donc ça a été fini d'écrire Paris en février-mars 1832. Donc c'est finalement une quinzaine d'années, enfin une vingtaine d'années après les faits qui sont décrits, quoi. Voilà. C'était l'illustration possible d'ouvrages sur la Grande Armée, hein, et c'est la merveilleuse langue de Balzac. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour tout à fait autre chose. À très bientôt.